Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. On essaie de décrypter l'actualité avec vous à 380 degrés. Madame Hiro nous a rejoint. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à cette actualité. Elle décède des suites d'avortement. Son amant gendarme menace sa famille, madame. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Oui, c'est une autre triste histoire, une tragédie qui s'est déroulée. Et elle se déroule à quelle période? Vous savez, du 25 novembre au 10 décembre, c'est les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'année dernière, c'est en pareille circonstance et pareil moment que Massila aussi a perdu la vie suite à un avortement clandestin et suivi de tout ce que vous savez qu'elle a subi. Et cette année encore, malheureusement, nous sommes contraints à relater une histoire de Sadio Bailo Diallo. Je ne sais pas si vous avez retrouvé l'élément. C'est une jeune fille qui devrait normalement se marier en janvier là, qui s'est fiancée mais qui sortait avec un gendarme. Un gendarme, ces derniers temps, sa famille avait tout fait pour les séparer. Et elle-même, à un moment donné, selon ce que la famille a expliqué, à cause de la violence que le jeune gendarme opérait sur elle, un margi-chef, la famille a tout fait pour les séparer. Malheureusement, entre-temps, ces derniers temps, on s'est rendu compte que la fille tombait régulièrement malade. Son fiancé qui devrait l'épouser, je pense qu'on va partir avec l'élément, après je viendrai développer derrière. Voilà, avec plaisir, évidemment, Moussa, Yoruba. On va essayer de partir avec cet élément du côté de la régie. Si vous êtes prêts, on suit cet élément et derrière, on revient. Sadio Bailo Diallo a quitté la maison le mardi dernier pour ne jamais revenir. La famille cherchait à savoir où elle était lorsqu'elle a reçu un appel l'informant que la victime était à l'urgence de l'hôpital Ignace Dine. Une fois sur place, c'est un corps que la famille découvre, nous explique Hadja Dalanda Diallo, sœur de la défunte. Nous avons parti jusqu'au niveau de Ignace Dine. Le ami de Yamoussa qui se passe comme un tueur, je l'ai reçu devant Ignace Dine. Elle m'a dit, mais ta sœur est décédée. Pour ne plus jamais revenir. Alors que sa famille cherchait à savoir sa destination et qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver, ses parents coup de téléphone que ses parents seront informés de son admission aux urgences de l'hôpital Ignace Dine. Une fois sur place, c'est un corps que la famille découvre, nous explique sa sœur. Selon les témoignages recueillis sur place, l'accusé Younoussa Bangoura, dit original, n'aurait pas supporté le mariage annoncé de sa petite amie avec un autre homme. Le papa de la victime dit avoir tenté de dissuader le mis en cause en vain. Rien n'atteste le rôle de cet accusé dans le drame, mais la famille se base sur le caractère violent de l'homme et le soupçonne d'avoir séquestré et fait avorter la jeune dame. Les résultats de l'autopsie sont disponibles. Professeur Hassan Ba confirme la thèse d'un avortement clandestin qui aurait mal tourné. Est-ce d'ailleurs la cause de la mort? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aucune réponse pour l'heure. Le principal accusé, considéré comme l'auteur de la grossesse, et l'infirmière qui aurait procédé à l'avortement ont été arrêtés et conduits à la gendarmerie mobile de Kaloum. Une troisième personne, accusée de s'être fait passer pour un docteur en appelant la famille pour informer de la présence de la victime aux urgences, est elle aussi recherchée. C'est ce jeudi que Sadio Bailo sera enterré. La famille espère que le ou les coupables seront punis. Elle interpelle directement le haut commandement de la gendarmerie nationale puisque le mis en cause est un gendarme. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Madame Hiro, on vient d'écouter donc cet élément de Mohamed Junior Diallo à la radio, Mafoudia Bangoura du côté de la télévision. Voilà. Vous avez écouté Mohamed Junior Diallo qui s'est rendu dans la famille hier. Justement, vendredi dernier, on était en émission quand Mohamed Diaby m'a envoyé un lien sur un article qui parlait de ce décès. Alors j'ai demandé à Mohamed Diaby s'il avait des contacts. Il a dit non. On était en train de chercher quand hier, ici à la rédaction, on a été contacté par le cercle des jeunes filles battantes de Guinée qui ont été alertés par un proche de la famille parce qu'il y avait une pression qui était en train d'être mise pour que le dossier soit réglé à l'amiable. Alors, nous, on a essayé de contacter non seulement le procureur pour savoir où est-ce qu'on en était, et l'histoire, c'est à dormir debout. Comment ça s'est passé? Vous avez écouté l'histoire, elle est sortie de la maison mardi dernier, mardi passé, et jusqu'au jeudi, la famille cherchait, la famille essayait de savoir où se trouvait la fille parce que quand elle sortait, sa maman lui avait demandé où tu vas. Et puis elle a couru, elle est partie parce que quelques jours avant, son fiancé l'avait conduite à l'hôpital. Ils ont fait une échographie qui a montré qu'elle était en état de famille de 2 mois pratiquement. Ouais. Et donc quand elle a fugué,
Et elle est restée du mardi au jeudi soir sans que la famille n'ait des nouvelles. C'est seulement à partir du jeudi que la famille a été contactée par quelqu'un qui... une amie a été contactée d'abord. La personne a dit à l'ami d'aller dire à la famille que la fille est décédée. La fille a dit non, moi je ne peux pas dire ça. Comment je peux aller dire à une famille comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fille a dit d'accord, je ne peux pas le dire, mais je viens quand même donner le contact de la personne qui m'a appelé. Alors elle est venue dire que la fille est malade, d'appeler ce numéro. Il se trouve que c'est le contact d'un ami au petit ami de la fille. Ils ont appelé ce numéro. La petite sœur de la fille a appelé ce numéro. On leur a dit de venir à Donka, à Ignazine plutôt, à l'urgence, aux urgences. Ils sont venus, arriver là-bas. On les appelle directement pour dire finalement la fille est décédée. Son corps est à la morgue. C'est bizarre ce qui s'est passé parce que la fille est venue, la famille est venue faire le constat. Il y avait un bout de papier où il y avait toute l'adresse de la fille, toutes les informations. Et on me disait c'est l'époux de la fille qui a laissé le corps là. Les numéros qui étaient sur le bout de papier ne passaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille a fait quoi? Ils ont enregistré les contacts. Et les noms qui étaient là, c'était de faux noms, des inconnus en fait. Mais quand ils ont enregistré le numéro, ils se sont rendus compte que c'est le numéro du petit ami qui est gendarme qui s'est affiché quand ils sont partis faire les recherches sur WhatsApp notamment. Et entre-temps, la famille se bat pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et avec le fiancé qui est venu avec la famille pour essayer de comprendre, ils ont déposé plainte. Ça s'est passé jeudi soir. Et vendredi, la grande sœur du gendarme l'amène au PM3 dans l'espoir, selon les explications que nous avons reçues, dans l'espoir de trouver un règlement à l'amiable. Ouais. Et c'est là que ça va coincer, parce que la famille ne veut pas que la situation se règle à l'amiable. C'est là que moi je suis entrée en contact avec beaucoup de personnes qui disent que si vous ne nous aidez pas, ils veulent étouffer l'affaire. Ouais. Parce que c'est un corps habillé, c'est un gendarme qui a fait ça. Ouais. Et il se trouve qu'à ce jour, quand la plainte a été déposée, on a réussi à mettre main sur une infirmière qui a fait cet avortement clandestin à domicile. Wow. Incroyable. À domicile, une infirmière qui n'avait pas... C'est comme le cas de Ma, vous savez comment ça s'est passé. Ouais. Et donc, aujourd'hui, les deux sont interpellés. J'ai pu échanger avec le procureur hier, et qui m'a dit que les deux ont été interpellés. Ils vont être soumis, comment on appelle, ils vont être mis à un juge d'instruction pour essayer de continuer les enquêtes là-dessus. Parce que celui qui a appelé est en cavale. C'est le petit ami et l'infirmière qui sont aujourd'hui mis aux arrêts. J'ai échangé hier avec ce proche qui m'a donné ces informations. Je leur ai demandé, l'infirmière a demandé combien. Qu'elle aurait demandé 1 million pour procéder à l'avortement, mais le gendarme dit qu'il n'avait pas d'argent, donc il a donné une avance de 150 000. Donc il a avoué finalement, le gendarme? Non, pour lui, il n'a pas... Bon, il a été arrêté. Ouais, okay. Mais c'est le contact, c'est eux qui ont appelé, en fait. C'est eux qui ont appelé la famille. D'accord, je comprends mieux. Quand ils ont enregistré, ils se sont rendus compte que c'est eux qui ont appelé, mais ils ont donné une fausse identité au niveau de l'hôpital. Ouais. Et son ami qui a appelé s'est fait passer pour un médecin. Ouais. Pour un médecin pour dire que venez, votre fille est dans cette situation. Et donc aujourd'hui, moi j'ai appelé le médecin légiste hier. Ouais. Encore une fois, je voudrais que lui-même il explique, le professeur Hassan Ba. On va l'appeler. Ce serait mieux qu'on puisse le joindre, qu'il nous relate dans quelles conditions il a reçu cette jeune fille. C'est vraiment lamentable. Ça voilà. On va l'appeler dans un instant. Ça remet sur le plateau la question de l'avortement clandestin. Et avant ça, il y a la question de la violence. Parce que la question ce matin, c'est pourquoi c'est ce gendarme on pointe du doigt. Justement. Et est-ce que c'est l'avortement qui est la raison, qui est la raison de la mort de la jeune dame? Justement. Parce que c'est une relation quand même de 5 ans. Et dans la famille, tout le monde soupçonne le monsieur d'avoir tué la fille. Parce que durant les 5 années, ça a été une relation très violente. Je vois. Conflictuelle. Ouais. La maman, les sœurs, les amis, tout le monde témoigne du caractère violent de ce monsieur qui, à tout bout de champ et à toutes les occasions, frappait la jeune dame. Ouais. Et la maman est allée, à cause de ces violences, jusqu'à demander à la fille de ne pas avoir affaire à lui. Et les sœurs et les amis, tout le monde lui aurait dit de laisser le monsieur. Ouais. Et selon les informations, il s'agit même d'un homme marié qui, quand même, a cette relation qu'il ne cache pas et tout. Donc, à un moment donné, puisque c'était devenu intense, la fille a laissé. Elle était sur le point de se marier avec un autre homme. Ouais. Il y a la petite sœur qui, le jour du décès, parce que nous sommes allés, qui a témoigné que effectivement, dès qu'il a eu vent du mariage, qu'il a juré, et c'est elle-même qui employait les mots, il a juré sur sa tenue et son arme qu'il n'appartiendrait qu'à lui et qu'elle n'ira
dans aucun autre foyer. Donc des menaces comme ça qui ont quand même renforcé la position de la famille, comme quoi si la fille a disparu et si la fille elle est morte, le seul responsable ne devrait être que ce gendarme. C'est pourquoi peut-être avec le travail de la justice... Et du côté du haut commandement de la gendarmerie, qu'est-ce qu'on dit justement? Il n'y a aucune réponse pour le moment. C'est vrai que, et c'est même pas la première fois qu'ils aillent à la police. Il y avait eu un premier cas lorsqu'elle avait été violentée, mais justement il y a eu arrangement à l'amiable parce que c'est un homme qui porte la tenue, donc ça s'est arrêté là. Et peut-être que cette fois, c'est le message que la jeune sœur a lancé lorsqu'on a été dit, elle s'adresse directement à Bala Samoura, parce que la famille même a peu d'informations sur le monsieur malgré tout ce temps ils savent juste que c'est un gendarme, son nom on l'appelle original et tout, et qu'il demande à Younoussa Bangoura original, il demande à Bala Samoura de montrer qu'il y a une justice en Guinée et que si leur sœur est... Espérant que c'est un bon, enfin je veux dire bon gendarme, un vrai gendarme, j'ai envie de dire. C'est un margi-chef en tout cas, qui travaillerait à la gendarmerie environnementale du côté de Koléa, selon l'information que j'ai eue hier. Incroyable. Et il y aurait, la petite sœur de la fille me disait hier qu'elle a tout fait pour récupérer le téléphone de sa sœur parce que sa sœur avait réussi à enregistrer à un moment donné une de leurs disputes où il disait tu n'appartiendras à aucun homme, si tu essaies de me quitter je te tuerai. Incroyable. Et donc mais depuis que la fille est décédée, on n'arrive malheureusement pas à mettre main sur ce téléphone. La famille est aujourd'hui numéro matricule, je veux dire, du côté de la gendarmerie c'est très facile d'identifier cette personne et voilà quoi, j'arrive pas à comprendre. Je pense que le haut commandement doit prendre la parole aussi. Allez-y mon cher Tamba. En tout cas ça me surprendrait que le haut commandement ne réagisse pas, parce que moi sur 2 cas, dès que j'ai été alerté, que j'ai appelé Bala Samoura, je lui ai même remis les contacts que j'avais en ma possession. Il s'est activé tout de suite, il a mis ses services là-dessus qui ont appelé ça et là, et dans les 2 cas l'affaire a été réglée, traitée carrément, au moins au niveau de la hiérarchie militaire. Ça s'est très bien passé. Maintenant on entendra le professeur Hassan, notamment sur les circonstances de la réception de la dame, ou du moins de son corps, je ne sais plus moi. On verra et on l'entendra là-dessus, et ça nous édifiera certainement sur un nombre de préoccupations qui ont été à la fois relevées par Guéro et par MAF ce matin. Mais Lamine, ça se fait de plus en plus... En plus, on a la photo du gendarme. Hein. Peut-être même qu'on va diffuser à la télévision. Allez-y, mon cher ami. Après, peut-être qu'on va diffuser. Comment ça, peut-être? Attends, il n'y a rien à cacher là, je suis désolé. Voilà. Je pense que... Après, le monsieur est déjà saisi. Je me dis qu'il n'y a pour le moment pas d'intérêt particulier à le faire. Le monsieur, il est déjà saisi. Ils l'entendront, et sur la foi du travail qui va être fait à la fois par l'investigation et la justice, on saura ce qu'il s'est passé. Mais Lamine, c'est l'expression de la banalisation claire de la vie. Diadia parlait de questions d'avortement qui se banaliseraient aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, mais d'abord c'est la question de la vie. La vie n'a plus de valeur. Évidemment, mais tu l'as plusieurs fois rappelé. La vie n'a plus de valeur dans ce pays-là. On peut promettre de te tuer et derrière on te tue. Ouais. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Ouais. C'est ce qui se passe. Et à mon avis, c'est encore là. Et à chaque occasion, chaque fois qu'on est face à un tel sujet, c'est l'occasion de connaître la vérité. Pour savoir si ce gendarme est effectivement coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés, la justice doit pouvoir travailler. Et si c'est le cas, eh ben, qu'il puisse subir toute la rigueur de la loi par rapport à ces faits-là. Mais je le redis encore une fois, il faut un véritable travail, et à plusieurs niveaux. La scène que nous décrit Diadia donne froid dans le dos. Vous venez avec une personne, c'est pas une chose, hein, c'est pas un bagage, c'est un être humain. Qui plus est, avec qui vous avez pu avoir un certain niveau de relation. J'ai envie de dire, c'est le summum de relations possibles dans les relations humaines, jusqu'à l'intimité. Jusqu'à l'intimité. Une telle personne qui décéderait par votre fait, alors vous vous dites, bon, on va mettre une étiquette avec des numéros dessus, ils vont venir prendre. Comme quand tu achèterais une marchandise à Dakar ou même à l'intérieur du pays, tu confies à un chauffeur
allez-y, quand vous arrivez, appelez un tel. Il n'a qu'à venir prendre son bagage. Vous voyez ce qui se passe? On dit donc à la famille, appelez, votre bagage est là. Un être humain que vous avez nourri toutes ces années, il décède. La seule façon que l'on trouve de vous en informer, eh ben, c'est de lui apposer une étiquette avec des numéros dessus en vous demandant appelez. Ou allez leur dire que leur colis est là. Inanimé. Alors, ça c'est curieux. Et vivement, je veux vraiment que la justice fasse son travail. Ce qui est encore plus grave, au-delà de cet aspect où l'on a chosifié, réifié un être humain, c'est la dimension gendarme. C'est la dimension du gendarme. Ouais. Ils sont préposés, c'est la sécurité. À protéger. C'est ça. Ouais. Ceux qui sont censés protéger préserver notre intégrité physique, protéger nos vies, si ce sont ces mêmes acteurs-là qui nous les ôtent, et d'une telle façon, et en faisant tout pour disparaître, on met de faux numéros sur le corps de quelqu'un que tu as aimé. De faux numéros sur le corps de quelqu'un que tu aurais enceinté et qui serait mort par ta faute. Tu mets un faux numéro avec un petit carton, j'imagine même mal déchiré. Vous déposez dessus, appelez faux numéro, faux nom. Moi, je sais pas, je sais pas, mais Dieu a fui la Guinée. Ça, c'est un niveau. Non, mais sincèrement, quoi. Ça, c'est un niveau. Quand tu commets du mal, tu t'efforces de t'en repentir. Mais on aggrave pour disparaître. Ça, je ne veux pas être à la place de la famille, j'ai envie de leur dire toutes mes condoléances, beaucoup de courage, de devoir dire à ta fille non, à ton enfant non, ne va pas parler. Et puis, vous vous retrouvez dans une telle situation, et puis derrière, vous venez le ramasser comme ça, vous allez l'enfuir, tout simplement, dans tout le déshonneur. Ouais, je comprends très bien. Allez-y, mon cher Jacques Léwa. Moi, l'avortement, c'est hier que je l'ai appris, parce que j'avais été contacté la semaine dernière par un confrère de 6 médias qui est lié à cette famille justement. Ce qui avait été mis en avant et qui a attiré mon attention, c'est que le confrère me disait que notre sœur a été battue et puis tuée par son amant, et puis son amant menace la famille de ne pas en parler. C'est finalement hier que j'ai compris à travers madame que derrière le décès de Sadio, il y avait plutôt une question d'avortement. J'aime bien qu'on ait un débat sur la question de l'avortement, parce que il faut pas, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir le débat sur toutes les questions qui concernent la vie humaine, en tout cas la vie nationale aussi. Nous sommes religieux, pour certains c'est quelque chose qui ne se doit pas, mais il y a aujourd'hui dans certains milieux, notamment en Europe, où on tient le débat sur ces questions-là. Je pense que de la même manière qu'on conseille aujourd'hui le planning familial, les méthodes contraceptives, on devrait avoir un débat autour des méthodes d'avortement. C'est vrai que pour tous ceux qui sont religieux, ils diraient que c'est un crime, mais puisqu'il y en a qui y font recours, on ne pourrait pas ne pas avoir un débat autour pour orienter, n'est-ce pas, nos jeunes sœurs qui se trouvent souvent dans des situations assez compliquées. Mais je pense que pour ce cas-ci, il y a beaucoup plus la violence et la volonté en tout cas de faire du mal. En tout cas, si tout ce qui est remonté comme information jusqu'ici est confirmé, parce qu'il y a la menace, et puis il y a la mort qui s'ensuit, et puis il y a surtout ces menaces-là qui continuent en direction, n'est-ce pas, de la famille. Puisqu'il y a déjà un travail qui a été fait par les services de sécurité qui ont permis de mettre la main sur l'infirmière. Encore une fois, la question du comportement de nos personnels médicaux revient encore sur la scène, parce que lorsqu'on en parlait récemment, je crois l'ordre des médecins avait tendance à prendre la défense de ce corps. C'est vrai que c'est une infirmière, mais encore une fois, elle est en milieu hospitalier. Il va falloir que de ce côté, un travail se fasse aussi pour éviter ce travail clandestin. Le travail clandestin, c'est pour les non-professionnels, c'est pour les féticheurs, c'est pour les marabouts. Parce que les charlatans, eux, ils travaillent dans un milieu secret où ils reçoivent les gens, ils les consultent, parce qu'eux, ils ont des secrets. Mais quelqu'un qui est allé à l'école, qui a appris un métier,
il doit pas faire un travail clandestin. Il doit travailler officiellement. Merci beaucoup, Jacques. Allez, nous partons sur le terrain, mon cher Antoine. Professeur Hassan Ba, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Oui, professeur, bonjour. Voilà, nous parlons ce matin du décès cruel de la jeune Sadia. Dites-nous dans quel état vous l'avez trouvé et quel est le bilan médical que vous pouvez établir ce matin. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Espace. Nous vous écoutons, monsieur. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Je reprends ma question, professeur Hassan. Voilà, dans quel état vous avez trouvé Feu Sadia et dites-nous quel est le bilan aujourd'hui que vous pouvez établir par rapport à sa situation sanitaire. Bon, écoutez, donc, merci beaucoup, monsieur Antoine. Bon, en fait, c'est une dame qui a été admise dans un premier temps au CHU de l'hôpital Ignace Dine, le 24 novembre 2022. Voilà. Allô? Oui, allez-y, professeur. Voilà, donc elle a été admise au service de gynéco-obstétrique du CHU Ignace Dine le 24 novembre pour une douleur qu'on a appelée une douleur pelvienne avec une asthénie physique et avec une notion, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, d'avortement. Alors, juste le lendemain, la dame, elle est décédée. Nous avons été requis par la gendarmerie de Matam à l'effet de procéder à une autopsie et de vérifier effectivement les causes réelles de la mort. Donc, c'est ce que nous avons réalisé hier. Et effectivement, nous confirmons que la mort est en relation directe avec les faits allégués par la famille, à savoir qu'il s'agissait bel et bien d'un avortement compliqué de ce qu'on appelle ici une pelvipéritonite et qui a entraîné la mort. Voilà, professeur Hassan Ba, en direct ce matin, allez-y. Alors, professeur, il y a quand même aussi une autre spéculation autour des causes, des raisons donc du décès. Semble-t-il, la dame aurait été violemment battue par cet amant. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin? Bon, écoutez, nous n'avons pas observé des lésions en rapport avec une violence physique récente. Lorsque la violence physique elle est récente, naturellement, on peut examiner ce qu'on appelle des hématomes, des ecchymoses, éventuellement des fractures. Mais là, on ne l'a pas observé. La seule chose que nous avons observée, c'est à l'autopsie, comme je vous ai dit, on a retrouvé des lésions en rapport avec l'avortement. Donc, on a retrouvé qu'il y avait beaucoup de sang dans la cavité utérine. On a retrouvé également que le col était déchiré. Et puis, comme je l'ai dit, du pus dans la cavité péritonéale. Donc, qui était en rapport avec une pelvipéritonite. Voilà. Professeur Hassan Ba en direct. Allez-y, Mafoudia. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport... Mais je vous entends pas bien, hein, moi. Alors, vous nous recevez? Je disais que j'ai deux questions. Je pense qu'il ne nous reçoit toujours pas. La première, c'est sur la procédure de dépôt des corps à Ignace Dine. Comment ça se passe? Comment ça se fait qu'un corps arrive à Ignace Dine et qu'après, on ne puisse avoir aucune information sur la personne qui a amené le corps? Comment est-ce possible? Et puis, la deuxième question, c'est ce que Jacques évoquait tout à l'heure par rapport à un possible débat sur l'avortement en Guinée. Qu'en est-il? C'est quoi l'observation du côté de vous, médecin? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de poser ce débat et de permettre à ce que les professionnels puissent pratiquer sans avoir à s'inquiéter? Surtout que vous êtes aussi au CNT. Je pense que la question de MAF vaut donc toute sa pertinence. Ok. Alors, donc, par rapport à la première question, comment se fait le dépôt des corps à l'hôpital Ignace Dine? C'est très simple, mais je ne vous entends pas. Allez-y, professeur, je ne sais pas s'il a le retour, je ne comprends pas. Vous êtes toujours là? Ben, je vais essayer de répondre ce que j'ai entendu, hein, parce que je vous entends difficilement. Allez-y. Donc, ce que j'ai entendu par rapport au dépôt des corps à l'hôpital Ignace Dine, lorsqu'il y a décès dans un service, le service délivre ce qu'on appelle déclaration de décès.
C'est ce document appelé déclaration de décès qui accompagne le corps au niveau de la morgue. Arrivé à la morgue, on sait très bien que ce service, par exemple, est déposé par un service de gynécologie. Il y a la déclaration, il y a un numéro. Le corps, il est enregistré au niveau de la morgue avec le numéro d'identifiant qu'il a déposé. Donc, à partir de la morgue, on peut savoir le corps est venu de quel service et qui est éventuellement le médecin traitant. Là, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les décès extra-hospitaliers sont également enregistrés à part. Donc, il n'y a pas de problème sur le circuit des corps. Maintenant, par rapport à l'avortement, moi, je ne vous entends pas bien. Oui, par rapport à l'avortement, ce que j'entends, je vais vous répondre. Il faut faire la part des choses. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle avortement sécurisé. C'est normal que cet avortement, lorsqu'il y a indication que ce soit un avortement sécurisé, donc réalisé par des professionnels dans des conditions d'asepsie et d'antisepsie. Il y a également l'avortement thérapeutique qui se réalise presque tous les jours dans les hôpitaux lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a une indication thérapeutique. Mais dans ce cas précis, nous parlons d'un avortement criminel qui est probablement réalisé par quelqu'un qui n'a pas les qualifications et dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Donc, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des complications infectieuses qui ont entraîné la pelvipéritonite. Donc, un débat sur l'avortement, oui, pourquoi pas? Je suis tout à fait d'accord qu'on fasse un débat parlementaire au niveau du CNT sur l'avortement et voir, je crois qu'il y a même une législation par rapport à ça. Il y a une disposition qui autorise l'avortement thérapeutique. Ça, il n'y a pas de contre-indication. Donc maintenant, de voir par rapport comment soutenir l'avortement sécurisé, qui est aussi en fait un avortement aujourd'hui qui est encadré, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la loi, est-ce qu'il faut légiférer en la matière, et éventuellement durcir les sanctions contre les auteurs des avortements criminels. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, docteur, durcir la loi dans le sens de réprimer l'avortement criminel, c'est vrai, mais est-ce que il ne faut pas plus encadrer, c'est-à-dire désigner des lieux spécifiques à travers le pays, les grandes villes, où il y a des spécialistes qui sont aguerris en la matière et où, si permission hier, selon les critères que vous venez de définir, que les gens puissent se diriger, tout comme les accouchements aujourd'hui, que les gens puissent se diriger dans ces structures-là, s'ils ont le droit de le faire. Je souligne bien, s'ils ont le droit de le faire. Sauf que, si je ne m'abuse, c'est interdit, sauf si, par exemple, la grossesse porte atteinte à la vie, met en danger la vie de la maman, si je ne m'abuse. Oui. C'est pourquoi il parle d'avortement thérapeutique. Justement. C'est pourquoi je parle d'avortement. Il parle d'avortement thérapeutique. Et que des endroits spécifiques soient désignés et que le public sache. Bon, encore une fois, moi je suis désolé parce que je ne vous entends pas bien. Mais ce que je peux dire, je suis d'accord qu'il y ait un débat parlementaire sur l'avortement. Et... Allô? Oui, allez-y. Voilà, qu'il y ait un débat parlementaire sur l'avortement. Et lorsque ce débat sera organisé, peut-être on va déterminer tout le mécanisme de la prise en charge ou de ces avortements thérapeutiques et des avortements sécurisés. Je sais aujourd'hui, c'est que les avortements sécurisés, il y a une loi pour ça au niveau de la sous-région. Il y a même beaucoup d'associations qui se battent par rapport à l'encadrement de ces avortements sécurisés. Donc, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Allez-y, madame, dernière question. Alors, professeur, dites-nous dans le cas de ce dossier-là, est-ce que vous avez eu vent d'une certaine volonté de régler le problème à l'amiable? Parce qu'une source nous indique que c'est arrivé à votre niveau et que vous auriez dit que si le dossier ne doit pas aller jusqu'au bout, que vous n'alliez pas procéder justement à l'autopsie. Est-ce que vous confirmez cette information? Mais écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un qui règle les choses à l'amiable. Je suis quelqu'un, lorsque c'est une infraction à la loi pénale, il appartient au procureur et au juge. Les négociations ne se font pas, moi, dans mon bureau. Voilà. Donc, lorsqu'il y a des arrangements ou quoi que ce soit, ça se fait en dehors de mon bureau. Si je suis saisi pour faire une autopsie, je fais l'autopsie, je rédige le rapport et j'envoie au procureur. Et je lui donne les résultats de mon autopsie. Bien. Le reste, maintenant, c'est à lui de juger. Donc, mais je ne suis pas quelqu'un qui dit que, bon, vous faites les arrangements à mon niveau. Non, il n'y a pas d'arrangement ici. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Hassan, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG sur Espace.